Pour moi, le journalisme est une vocation basée sur la curiosité. J'étais curieux quand j'étais enfant, c'est pour ça que pour moi c'était clair, je voulais devenir journaliste. Et c'est par curiosité, par exemple, que je suis allé au Vietnam. Les Américains nous ont appris de faire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du nazisme en Allemagne, de faire le journalisme propre, c'est-à-dire de poser des questions, distinguer entre la recherche et le commentaire, entre le reportage et le commentaire. Vous n'avez rien, si vous êtes reporter, votre opinion personnelle ne compte pas. Ce sont les faits qui comptent. Le temps du Vietnam, de la guerre du Vietnam, il y en avait de bons journalistes américains dans le combat, mais c'était la minorité. 70% de journalistes accrédités à Saigon n'ont jamais quitté Saigon. Voilà la différence. C'est une arrogance du journaliste actuel qui veut transformer le monde, il veut imposer. Ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas la tâche d'un journaliste, c'est la propagande, c'est agitation et propagande. Ça a été le problème du journalisme au Vietnam qui a poussé le Vietnam vers la catastrophe que nous avons vue en 1975. Pourquoi le Vietnam? Écoutez, le Vietnam a été le grand thème de l'époque, des années 60, 70. Moi, je suis arrivé début 65. Le Vietnam était, si vous voulez, l'extension chaude de la guerre froide. Et surtout, comme nous étions en Allemagne, influencés par la guerre froide. Si vous envoyez, comme ils ont fait, 500 000 militaires dans un petit pays comme le Sud-Vietnam, d'abord vous détruisez la civilisation indigène, c'est catastrophique pour une société. En plus, les Américains ont fait des gros combats contre le Nord-Vietnam. Ils se sont retirés à leur base après. Et le Vietnamien, le paysan, le petit gars resté là, et le soir, la nuit, c'était le territoire du Vietcong, avec leur politique de terrorisme, etc. Tout ça, comme journaliste, vous comprenez seulement si vous y allez. Et vous passez le temps avec des gens. Et pas si vous restez à Saigon. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut rester plusieurs semaines avec des unités. Il faut sortir avec des unités vietnamiennes. Très peu d'Américains sont sortis avec des unités vietnamiennes. C'est pareil. Évidemment, j'ai peut-être plus des Américains justement parce qu'ils avaient le transport et tout ça. C'est normal, mais je suis sorti avec des marines sud-vietnamiennes par exemple. Et il ne faut pas oublier le Coréen qui était formidable. Ah non, mais le Hanoï ne m'a jamais donné un visa. C'est très simple. Normalement, un bon journaliste devrait aller à Hanoï et Saigon. Hanoï nous a pas. Si vous n'étiez pas journaliste communiste, pour un journal communiste, on ne vous a pas donné un visa. Et le comportement du Nord-Vietnam à cette époque-là, de ne pas permettre la presse libre de se balader dans leur pays. Là, au Sud-Vietnam, je pouvais aller n'importe où. Moi, j'ai choisi les unités avec lesquelles je suis sorti. L'opinion publique américaine était avec le Sud-Vietnam et contre le communisme. Je pense, là c'est bien clair, c'était l'offensive des têtes et c'était l'intervention de Walter Cronkite, le fameux journaliste américain de la télévision américaine,
qui a changé l'opinion publique. Nous parlons d'une démocratie, l'Amérique. Tous les 2 ans, les députés doivent être réunis tous les 2 ans. Alors, un petit changement d'opinion publique, le premier cadavre qui arrive du front, et tout change, n'est-ce pas? Et plus des images pour la télévision. J'ai téléphoné mes amis américains du service de renseignement, de la presse américaine à Saigon et vietnamien aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, parce que j'avais autre chose à faire, pas seulement la guerre du Vietnam, il y avait la guerre au Laos, il y avait le Cambodge, et il y avait autre chose. Plus la Chine, la révolution culturelle. Ah, il disait non, c'est bon, il y aura une trêve, mais pas de problème. Alors, je suis allé au Laos, où mes contacts me disaient, tu fou, il y aura un grand événement au Vietnam. Ce que le service de renseignement américain n'ont pas su était connu au Laos. Parce que c'était pas loin de la piste Ho Chi Minh. C'était peut-être une 60aine de kilomètres. Pas loin du tout. Et le soir, quand même quand j'étais là, un émissaire nord-vietnamien est venu pour savoir qui j'étais. Il pensait que j'étais un espion américain. J'ai pris le dernier vol. Bien sûr, pas encore plus. Le dernier vol de Bangkok à Saigon et après c'était fini. Et il y en avait une foule de 500 000 personnes peut-être dans la rue. C'est la première fois que le sud-vietnamien avait le droit de sortir et faire la fête à l'extérieur. C'était tête. Je me réveille à 3 h du matin, pom 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 pom, j'arrive, ils font toujours la fête, les idiots, ils tendent d'aller au lit. Je montais vers la cathédrale, et puis alors je voyais déjà le combat. Et finalement, je me retrouvais devant, en face de l'ambassade américaine, j'ai vu tout le combat entre... C'était incroyable. Nous étions des spectateurs et là, il y avait un combat juste en face. C'était le début. Et je suis rentré à l'hôtel pour écrire mon papier, mon article. Et je trouvais le numéro 2 de l'ambassade allemande de Hasse von Kollenberg. C'était lui qui se faisait tuer quelques semaines plus tard. Et à ce point-là, on a dit, écoutez, c'est une catastrophe, nous avons perdu nos docteurs, c'était des professeurs de la médecine à Hue, plus un conducteur, un chef d'orchestre allemand. Finalement, j'ai dit, bon écoutez, j'y vais et je vais vous tenir au courant de ce que je trouve à Hue. Et finalement, j'ai obtenu une place sur le pôle militaire américain. Bon. Et après la Nang, bon, j'ai pris un convoi militaire des marines américaines à Phu Bai. Le lendemain, avec des marines américains, je me suis approché à la ville de Hue, dont le sud a été déjà quasiment libéré. Vous pouvez imaginer, alors on approche la ville et la route était couverte de cadavres, tous de femmes et des enfants, et de femmes, vous voyez comment les femmes en mourant essayaient de protéger leurs enfants. Et puis de vieux monsieur, mais tous évidemment habillés pour le tête. Et puis avec moi était un journaliste autrichien qui travaillait pour émettre gauchisant. Il disait voilà ce qu'ils ont fait les Américains. Je dis ont fait les Américains, non mais le bombardement, je dis écoute, cher monsieur, je sais comment sont les cadavres d'un bombardement parce que j'ai vécu tout ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça sont des gens qui ont été assassinés, tous, comme ça.
suis rendu aux appartements de mes amis allemands dans la cité universitaire. Mes amis allemands ont été dans la main de Vietcong et éventuellement exécutés, mais 6 semaines plus tard. Alors il n'y avait pas de question que le Vietcong ne savait pas qui étaient ces personnes-là. C'était le professeur Kranich, le chef de la faculté de médecine à Rio, le chef allemand, voilà. Et Raimund Tischer, Alte Köster, la femme du professeur Kranich, tous pris. Ils n'ont rien eu. Ils s'étaient passés, comme moi, ils n'avaient pas de chien dans le combat. C'était pas leur. Ils étaient là pour aider le Vietnamien. Et il a soigné de Vietnamiens, même dans le village communiste. La chose, pour moi, la plus impressionnante, était après. Je suis allé avec un navire de l'armée, de la marine sud-vietnamienne. Et puis, éventuellement, je me suis retrouvé à Da Nang, j'ai changé mes uniformes. J'ai pué comme un cochon parce que je ne suis pas capable de me laver, ou de me raser, ou de brosser les dents, et tout ça, ou manger d'ailleurs. Après, je repris un hélicoptère AV et mon copain Peter Braestrup, un très brave correspondant américain, il était le chef du bureau de la Washington Post à Saigon, me dit écoute, viens vite, ils ont trouvé des cadavres en masse. Avec un camion, nous sommes y allés, c'était vers l'ouest de Hue. Et là, on trouvait, j'ai vu des centaines, je ne sais pas combien, mais des centaines de cadavres, pour la plupart de femmes, bien habillées pour la tête, avec leurs enfants, et de vieillards. Pas un seul militaire, mais surtout les femmes. Et c'est à cause de quelques femmes ont été enterrées vivantes. On le sait parce qu'on a trouvé cet endroit par les ongles de femmes qui avaient essayé de se libérer. Il se baladait autour de ce lieu une équipe de la télévision américaine. Ils ne filmaient pas. Et Peter Braestrup, aussi américain, disait, mais écoutez, pourquoi vous ne filmez pas? Ah, nous ne sommes pas là pour faire de la propagande anticommuniste. L'infrastructure communiste a été détruite. L'infrastructure, surtout militaire, mais aussi politique, dans le Sud. Nous étions là, nous l'avons vu, et il arrive ce fameux journaliste américain, Walter Cronkite, de la CBS. Je ne sais pas où il a trouvé ces uniformes de tenue de combat si propres et bien, parce que nous, on l'a pas. On était tout seuls, parce que c'était comme ça, les combats, on n'est pas propre après un combat. Et lui, se présentait devant son camarade, il disait que cette guerre est ingagnable, il faut négocier, trouver la meilleure solution. Ils n'ont pas compris quand ils ont gagné. Ils n'ont pas compris comment gagner cette guerre. C'était gagné. À ce moment-là, et puis alors après ça, soi-disant, le président Johnson disait à ses collaborateurs, j'ai perdu Walter Cronkite, j'ai perdu Middle America, c'est-à-dire l'Américain ordinaire, normal. C'était ça, c'est ce moment-là. Et c'est la grande tragédie. Et puis tout ce qui s'est passé après était le résultat d'une erreur d'observation.
Et ils n'ont pas compris, mais nous sommes rentrés, nous avons écrit, écouté la guerre, militairement, et gagné.